Oh, soleil sur vous, citoyennes et citoyens, bienvenue sur le Nexus 6, je suis le capitaine. Si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous savez certainement que j'ai une légère méfiance vis-à-vis des productions de plateformes, ou en tout cas de certaines d'entre elles, parce que je considère qu'il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres, artistiquement parlant. Qu'on le veuille ou non, ce type de production doit répondre à des impératifs particuliers, des impératifs qui n'existaient pas forcément auparavant. Générer de l'abonnement. Alors, soyons clairs, je ne suis pas là pour dire que les films destinés aux salles de cinéma, ou les séries qui passaient par le canal de diffusion classique qu'était la télévision, étaient des œuvres pensées et créées uniquement pour la beauté de l'art, sans aucune recherche de bénéfices économiques. Non, le cinéma et la télévision restent des industries, qui pour qu'elles puissent perdurer, doivent générer de l'argent et avoir un retour sur investissement. Sauf que cet objectif d'abonnement des plateformes est très différent. Elle a amené à une surproduction d'œuvres afin d'essayer de contenter un maximum de gens. Qui dit surproduction dit des budgets moindres pour chaque création, ainsi que, et c'est peut-être encore pire, moins de temps pour les produire. Moins de temps pour l'écriture, les relectures, les répétitions, le tournage, le montage, les effets spéciaux, bref, tout. Un état de fait qui, selon moi, et même s'il y a des exceptions, amène irrémédiablement à une baisse de la qualité globale. Et c'est clairement pas l'arrivée de l'IA qui va arranger la chose. Mais bref, je vais pas faire une analyse complète de l'état de la création artistique à votre époque, il faudrait 8 épisodes pour ça, mais toujours est-il que lorsqu'une œuvre sort un peu du lot, eh bien il faut aussi savoir le reconnaître et en parler. Et s'il y en a bien une qui me fait dresser l'oreille, c'est Love, Death and Robots sur Netflix. Une œuvre dont je n'ai étonnamment jamais parlé sur la chaîne, donc réparons cela. Mais, avant de continuer, vous savez, à mon époque, lorsqu'on se déplace à de vitesse dingue à travers l'espace, le temps est relatif. C'est pourquoi il est important de le mesurer correctement. Et ça tombe bien, car cette émission est en partenariat avec Holzkern. Holzkern, c'est une marque autrichienne qui vous propose une large gamme de montres, bijoux et accessoires fabriqués à partir de matériaux naturels comme le bois, la pierre ou le marbre. Des matériaux nobles qui vous promettent des produits stylés et de qualité. En plus, ça vous assure des produits réellement uniques, parce que la veine du bois, la texture de la pierre, ça ne se répète jamais. Du coup, on a vraiment un objet personnel et singulier. Pourquoi j'en ai deux ? Il y en a une pour l'heure interne du vaisseau et une autre pour l'heure des planètes qu'on visite. Ça nous permet de nous organiser et d'éviter de faire des journées de 56 heures non-stop. Mais en vrai, ça nous arrive tout le temps. On est crevé. Aidez-nous. Solides et durables, les montres sont pensées pour tenir dans le temps, avec des mécanismes fiables, des finitions propres et une véritable attention aux détails. Et la petite touche qui fait plaisir, un emballage éco-conçu pour rester dans la logique responsable de la marque. Flashez ce QR code ou cliquez sur le lien dans la description pour bénéficier d'une réduction de 20% jusqu'au 2 juin 2025 ou, après cette date, de 15% avec le code Nexus 6. Tous les produits de la marque sont garantis 2 ans et, chose appréciable, la livraison et les retours sont gratuits et simples à mettre en place. De plus, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez renvoyer le produit sous 24 jours et être remboursé. Que ce soit pour vous ou pour offrir, il y a vraiment des modèles pour tous les styles, du plus minimaliste au plus original. Alors faites-vous plaisir. Et maintenant, on retourne à votre émission. Love, Death and Robots, c'est une série anthologique. Et pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est très simple. Une anthologie, c'est une série dans laquelle les épisodes présenteront des histoires différentes avec des personnages nouveaux à chaque fois. S'il peut des fois y avoir des liens entre les différents actes, un univers en commun par exemple, l'idée reste tout de même de proposer plusieurs expériences inédites au sein d'une même saison. Si on devait faire un comparatif avec la littérature, eh bien on pourrait dire que les séries anthologiques, c'est comme un recueil de nouvelles. Mais si la trame narrative n'est pas ce qui lie les épisodes entre eux, c'est davantage la philosophie globale du projet, les thématiques qui seront abordées, ou le genre. Un état d'esprit commun qui va donner sa cohérence à l'ensemble. Et des séries anthologiques, il y en a eu de nombreuses à travers l'histoire. On pensera évidemment aux grands classiques que sont la 4ème dimension et les contes de la crypte. Mais aussi une série qui a bercé ma jeunesse et qui a été un peu oubliée au-delà du réel. On n'oubliera pas, pour un public plus jeune, la série adaptée des romans de R.L. Stein, Chair de poule. Les génériques étaient vraiment cool à l'époque, y a pas à dire. Au niveau des œuvres cultes, il ne faudrait pas oublier les Animatrix, une série de 9 épisodes qui explore davantage l'univers des Wachowski. Franchement, si vous ne l'avez jamais vu, c'est un must. Créé et animé par les plus grands noms de l'animation de l'époque, notamment japonaise, avec le grand Shinichiro Watanabe, mais aussi Yoshiaki Kawajiri et Takeshi Koike, pour ne citer que cela. Moins connu, mais à retenir quand même, il y a eu l'adaptation de certaines histoires cultes de la revue Metal Hurlant, avec la série Metal Hurlant Chronicles. Mais évidemment, en bon spectateur de 2025, vous penserez toutes et tous à Black Mirror, que j'ai peu vu. Oui, je dois vous l'avouer. Pas parce que j'aime pas, non, mais
Il y a eu une espèce de double effet quand c'est sorti. Déjà, c'était une époque où c'était un peu compliqué dans ma vie et j'avais pas trop envie de ça, j'avoue. J'ai regardé quand même les deux premiers, ceux que j'appelle Cochon et Vélo, et Cochon m'a mis assez mal. Le regard que sa femme lui fait à la fin... Donc, je reconnais que ça m'a pas poussé à continuer. Mais je me suis quand même renseigné sur les autres histoires de la série, et c'est vrai que quand on a lu beaucoup de SF littéraire, j'avais le sentiment que c'est des choses que j'avais déjà vues ailleurs, quoi. Donc voilà, je rattraperai tout ça un jour. Ah si, j'ai vu quand même l'épisode USS Callister. Il était pas mal. Mais outre cet exemple très connu, il y en avait bien d'autres à votre époque. Star Wars Visions, qui est franchement cool, Electric Dreams, adapté des travaux de Philip K. Dick, et co-dirigé par Ronald D. Moore, le père de Battlestar Galactica. Donc, ça mérite le coup d'œil. Ou encore Secret Levels, qui se passe dans différents univers de jeux vidéo, dont des jeux qui n'existaient plus lors de la sortie de la série. C'est ballot. J'aime beaucoup les anthologies, ne jamais savoir sur quoi on va tomber, quelle va être la proposition intellectuelle, artistique et visuelle qui va suivre. Et maintenant que j'y pense... j'ai l'impression que je parle de TikTok. Pas merde. Bref, ce saut dans l'inconnu que nous promet chaque épisode est certainement l'aspect fondamental qui participe à l'aura particulière de ce type de série. Le format court aussi, d'ailleurs. Car oui, qu'il s'agisse d'œuvres de 10 minutes ou d'1 heure, cela reste du court-métrage. Un format qui demande une attention particulière, surtout lorsque l'on veut raconter une histoire complexe ou montrer un univers développé. Ça force les créatrices et les créateurs à être efficaces, à supprimer le superflu, à soigner son histoire, tout simplement. Via l'écriture, évidemment, mais surtout la mise en scène, car du fait de la limite de temps, eh bien il est important de jouer sur la narration par l'image. Ce qui est, rappelons-le, une chose que l'on a beaucoup oubliée à votre époque, notamment dans les blockbusters boursouflés de plus de 3 heures qui étaient devenus la norme dans le cinéma de genre grand public. Et c'est tout le paradoxe. Bah oui, parce que vu que ça dure des plombes, on pourrait se dire qu'ils auraient justement plus le temps de montrer les choses. Mais non, au lieu de ça, on va mettre des dialogues souvent mal écrits pour bien expliquer aux spectateurs tout ce qu'il faut comprendre et ce qu'il va se passer. Mais dans les anthologies, non. On va beaucoup utiliser le contexte visuel général, la direction artistique, le montage et la mise en scène pour faire comprendre des choses. Ou bien, ça peut arriver, si on décide de ne s'appuyer que sur les dialogues, ceux-ci, pour réussir à captiver sur un temps court, devront être au cordeau, hyper efficaces. Et là, on y trouvera du plaisir. En gros, je considère que les courts-métrages, et donc par extension les anthologies, reviennent aux fondamentaux de ce qu'est le cinéma. À mon sens, pour être réussi, il faut que les épisodes des anthologies réussissent à minima à nous faire réfléchir sur un sujet. Ça n'a pas besoin d'être absolument transcendant, ça n'a pas besoin d'être complexe, mais... il faut que ce soit là. Attention, il y a des courts-métrages qui ont pour but que de proposer une expérience visuelle et sensorielle. Pas de problème. Mais même si ça peut être très bien, à titre personnel, c'est pas ce que je recherche. Et on en arrive donc au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, Love, Death and Robots. Love, Death and Robots va nous faire voyager dans de nombreux univers. Si la série est en majorité tournée vers la science-fiction, il y aura de temps en temps des épisodes qui lorgneront du côté du fantastique. À votre époque, elle est composée de 4 saisons dont la dernière vient de sortir, pour 45 épisodes en tout. Pas de suspense, j'aime beaucoup Love, Death and Robots. En préambule, je vous parlais de ma méfiance vis-à-vis des œuvres originales créées par les plateformes. Souvent parce que je les trouve trop timorées, un peu plates, sans aspérité, notamment lorsqu'il s'agit de genre. Alors, il peut arriver que certaines séries aillent des fois présenter des choses qui peuvent être un peu dérangeantes, notamment via du gore. Pourtant, je trouve souvent que ça n'est là que pour cacher un vide certain en termes d'écriture des personnages et des dialogues. Hop là, on saupoudre d'hémoglobine pour choquer et se donner un air irrévérencieux, mais sur le reste, ça suit pas. Et pour le coup, Love, Death and Robots évite globalement cet écueil. La série se veut pour un public adulte, très clairement, avec du sexe, des sexes même, de l'ultra-violence aussi, des idées assez fortes, des petites trouvailles visuelles et artistiques qui font vraiment plaisir, et puis on n'oublie pas l'humour. Une des forces de la série à mon sens, qui saura alterner de moments franchement inquiétants ou effrayants avec d'autres drôlatiques pour faire un contrepoint. Certains épisodes entiers sont même plus légers. En y réfléchissant, je me rends compte que j'ai le sentiment que Netflix a laissé toute liberté créative aux équipes de LDNR. Ce que je n'ai pas toujours ressenti par le passé, loin de là. Et c'est peut-être aussi dû à l'identité des producteurs de la série, et notamment David Fincher. Le monsieur, c'est quand même pas n'importe qui. Réalisateur de renom avec une patte certaine, il s'est allié pour ce projet à Tim Miller, que vous connaissez surtout comme le réalisateur du premier Deadpool. Un film sympa, mais c'est pas non plus du grand cinéma. Et derrière, le mec il a réalisé Terminator Dark Fate. Alors bon, vous m'enlèverez pas de la tête que c'est un poil moins prestigieux. Oh, et petite anecdote, il se raconte que l'idée à l'origine de la série remonte à la fin des années 2000, alors que les deux hommes voulaient faire un remake du film Métal Hurlant. Quand je vous dis à longueur de vidéo que Métal Hurlant a profondément marqué l'imaginaire collectif, c'est pas pour rien.
revenons-en à notre sujet. Pour moi, il est clair que la présence d'un artiste tel que David Fincher a une influence positive sur le développement de LDNR. Puisqu'étant déjà connu et reconnu, on a dû moins lui casser les couilles à vouloir tout modifier pour rendre la chose plus grand public, par exemple. L'autre aspect important, c'est qu'ils se sont appuyés sur quelques grands noms de la science-fiction littéraire. Ainsi, certains épisodes sont des adaptations de nouvelles d'auteurs que vous connaissez. Sonny's Edge, de Peter F. Hamilton, qu'on a déjà reçu sur le Nexus 6. Foncez donc voir ça après cette vidéo. Beyond the Aquila Rift et Zima Blue, d'Alastair Reynolds, When the Yogurt Took Over, Alternate Histories et les épisodes avec les 3 robots là, de John Scalzi, ou encore Good Hunting de Ken Liu, pour ne citer que les plus connus. Des gens qui collectionnent les prix Hugo et Nebula à l'appel, donc comme dirait l'autre, c'est pas Joel Clodo quoi. Bon, c'est surtout dans la première saison que ces collaborations se sont faites, mais cela a eu pour effet de placer la barre assez haute en termes de qualité. Et sincèrement, je trouve qu'il y a peu d'épisodes de la série qui soient mauvais. En fait, il y en a pas vraiment d'ailleurs. Il y en a que je trouve moins intéressants, c'est sûr. Mais grosso modo, ça va du moyen à du très très bon. Alors à la base, je voulais vous faire une vidéo où j'allais vous présenter les 5 pires épisodes, selon moi, et les 5 meilleurs. Mais vu que sincèrement, je suis incapable d'en sortir ne serait-ce que 4 que je qualifierais de vraiment nuls, hein, y a toujours un petit truc qui me fait dire... il était sympa l'épisode. Je suis bien emmerdé. Du coup, j'ai plutôt fait une sélection de ceux que je trouve intéressants d'aborder, en bien ou en mal d'ailleurs. Ça nous permettra de brosser un portrait assez général sur ce qu'est la série. Et je finirai quand même par vous dire quel est mon épisode préféré de Love, Death and Robots, celui qui pour moi écrase tous les autres. Par contre, vous m'en tiendrez par rigueur, mais je me réserve le droit de rester sur la thématique du pire et du meilleur pour la miniature et le titre de la vidéo. Parce que j'ai bien vu comment ça marchait, hein. Quand je parle de la merde qu'est Jurassic World, que je fais une miniature, on me voit en train de me faire vomir, et que le titre c'est Pourquoi Jurassic World c'est nul à chier, hop là, 200 000 vues. Par contre, quand je vous parle de cet animé magnifique et injustement méconnu du grand public qui est Macross Plus, et que j'annonce en titre que c'est génial, là ça clique beaucoup moins, hein. Allez, mettez-vous ça de côté pour plus tard. Vous le regretterez pas. D'abord, il y a quelques épisodes que je qualifierais de... Nyeh. Des actes qui avaient tout pour me plaire, mais qui pour une raison ou une autre n'ont pas déclenché grand chose chez moi. C'est le cas par exemple de Golgotha, saison 4, où des aliens débarquent sur Terre, mais ne souhaitent pas être amenés aux leaders humains, car il y a d'autres gens avec qui discuter. C'est typiquement le genre de sujet qui me plaît d'habitude. Mettre en avant le fait que l'humanité est bien plus insignifiante que ce qu'elle pense être. En plus, mettre un religieux face à ce genre de changement de paradigme, perso, ça me fait toujours plaisir. La créature est cool, il y a des comédiens que j'aime bien, les FX sont pas mal, il y a un message écolo, tout va bien, mais c'est un peu facile quoi. Petite morale, on t'explique presque tout, c'est très court pour le coup, c'est assez inoffensif quoi. C'est pareil pour Pop Squad, saison 2. Il y a tout ce que je kiffe. Des CGI de bonne qualité, de l'opéra, un univers Blade Runner-esque glauque, des voitures volantes rétro, un sujet ma foi un peu retors sur le privilège d'immortalité des puissants qui ont créé une société malthusienne qui tue les enfants, car il n'y a plus de place dans le monde pour de nouveaux entrants. Tuer les enfants, c'est le tabou ultime. C'est pourquoi je regrette toujours un peu quand c'est pas montré quoi. Là on toucherait un vrai truc qui nous remuerait quoi. Hein ? Tu m'entends, Star Wars épisode 3 ? Bah oui, parce que quand tu veux acter la naissance d'un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma, tu vas un peu plus loin que la suggestion. Merde, ça coûtait quoi de le couper en deux, le gosse ? Même rapidement sur 2 frames. En plus, le sabre laser, ça a l'avantage de pas être salissant, hein, ça cautérise direct. Donc, ça aurait pu rester tout public. Bon, après moi, ce que j'en dis... Pop Squad est sympa, mais j'avoue ne rien en tirer de particulier. L'évolution du personnage principal qui doute, sa discussion avec la mère sur le fait de voir le monde avec des yeux nouveaux et innocents, sa mort juste après dans un duel avec sa collègue, ce sont des choses qu'on a vues des dizaines de fois. Et du coup, à part la proposition de DA, ça m'a pas transcendé. Beyond the Aquila Rift, saison 1, aurait pu tomber dans cette catégorie. Du space opéra porn, des vaisseaux spatiaux stylés, un univers visuel que je kiffe, la thématique des enfers virtuels, et la confrontation à une forme de vie extraterrestre inconnue. Tout est nickel. Mais encore une fois, assez classique. Pourtant, ce qui donne à cet épisode un petit truc en plus selon moi, c'est justement la créature. Car lorsqu'elle nous est révélée, ainsi que son cadre de vie, visuellement, on est face à une forme d'altérité très forte. Un truc qui hérisse le poil, quoi. Surtout que le personnage principal a, virtuellement, mais quand même, eu des relations sexuelles avec cet être, tout comme un attachement émotionnel. Ce qui donne, lors du twist final, le petit plus qui fait tout. Autre épisode, The Witness de la saison 1. Alors je sais que c'est un des épisodes préférés de la majorité des gens, et c'est compréhensible puisqu'il a fait découvrir le style si particulier d'Alberto Mielgo et du studio Pikman TV à la grande majorité d'entre nous. Et quel style! Tant dans la patte graphique que dans les effets de montage, de son, les mouvements, les expressions, la manière de s'exprimer, ça a clairement foutu une claque à tout le monde. Mais visuellement seulement, parce que je vous avoue que le concept de boucle temporelle,
Bah on le comprend dès le début. Vu qu'il nous montre direct le corps de la jeune fille, et vu qu'on est dans une anthologie de science-fiction, bah je me doutais bien de où tout ça allait nous mener. Et c'est bien dommage, parce que à part l'aspect visuel et ce twist final, l'épisode ne repose sur rien. Donc j'avoue qu'il est loin de faire partie de mes préférés de la série. Tout le contraire de l'autre épisode produit par la même équipe, vous vous en doutiez en cliquant sur la vidéo, Jibaro. Pourquoi je le dis japonaise moi? Ribaro. Ouais bon, Jibaro, vous avez compris. Une masterclass de la saison 3. L'exemple type de ce qu'il faut faire dans ce genre de création. Une proposition visuelle forte, un univers qui mélange à la fois conquistador, quête de l'Eldorado, des éléments des cultures sud-américaines, mais aussi d'Asie avec la danse des apsaras hindouistes, avec en plus quelques références à la danse classique, et tous les détails culturels sur les vêtements, les objets, les corps, une musique incroyable, un personnage sourd, un parti pris très intéressant, puisque outre le fait que cela le protège de la créature, qui utilise son chant pour tuer ceux qui envahissent sa terre, cela va nous mettre dans un état émotionnel particulier, car les sons de l'épisode sont volontairement présents pour déranger le spectateur. Pour nous faire grincer des dents, et nous mettre dans le même état que lorsque le personnage recouvrera l'ouïe à la fin. Plus le rythme, ce chaos total, maîtrisé, qui est tout le déroulé de l'épisode, bah tout ça fait qu'on est face à un objet artistique très fort. On en ressort lessivé. Jibaro est foisonnant. Et ça fait du bien. Contrairement à The Witness, Jibaro tient de multiples propos sur la colonisation, l'appât du gain qui cause la perte de l'humanité, mais aussi la perte de toute humanité, la masculinité toxique et les violences inhérentes à celle-ci. Tout ça sans un seul mot prononcé. Quand je vous parlais de narration par l'image, voilà. Et Jibaro n'est pas mon épisode préféré de la série, contrairement à beaucoup de gens. De très peu, mais on se garde ça pour la fin. J'ai beaucoup aimé Good Hunting, saison 1. Outre la qualité graphique de la chose, j'ai vraiment apprécié ce récit d'un monde qui change. Ce passage entre une époque de contes, de magie et de légende à une autre de technologie. J'ai aimé les deux personnages principaux qui se retrouvent tiraillés par ce changement, tous deux faisant partie du monde précédent et chacun s'adaptant comme il peut face à des forces qu'ils ne maîtrisent pas. Mais c'est aussi leur relation qui est intéressante. Une amitié profonde, un peu ambiguë, mais qui restera jusqu'au bout, marquée par un respect inébranlable de ce que l'autre représente. Surtout, leur lien possède une forme de pudeur que je trouve captivante. Ian, en tant qu'être magique, sait qu'elle ne pourra jamais faire partie du monde des humains. D'ailleurs, elle n'en a pas envie. Elle ne fait que ce qu'elle doit faire pour y survivre. Liang, lui, en tant qu'homme, aura toujours beaucoup plus de facilité à s'y intégrer, même si, au fond, tous deux font face au remplacement de leur culture par une autre qui les maltraite. Symboliquement, ils sont donc les derniers témoins de la leur, liés par le souvenir d'une époque au sein de laquelle, par manque de communication, ils étaient pourtant ennemis. Mais malgré ces vieilles rancœurs, ils trouvent la force de se respecter. Et à la fin, c'est bien l'alliance du meilleur des deux mondes qui permet à l'ancien de renaître sans se dévoyer, montrant encore une fois par l'image que ce n'est pas la nature même des choses qui est mauvaise en soi, mais bien l'utilisation que l'on en fait. L'ancien et le nouveau monde possèdent tous deux une forme de violence, mais aussi de la beauté. Enfin, il y a les épisodes réalisés par Robert Valley et Passion Animation Studios. Ice de la saison 2 et 400 Boys de la saison 4. Des épisodes qui, de prime abord, ont un aspect visuel qui me parle moins. C'est très beau, attention, mais comme ça, c'est pas le genre de style qui me parle le plus. Et ça doit vous faire un peu la même chose. Souvent, lorsque le graphisme ne nous plaît pas, on a du mal à s'y mettre ou à rentrer dedans. Perso, il y a plein de mangas que j'ai jamais ouverts parce que j'aimais pas le dessin. One Piece, par exemple. Et c'est là où ces épisodes font fort, car l'ambiance étrange imposée par leur forme caractéristique sert un univers particulier et s'y adapte parfaitement. Des mondes où la froideur des lieux, comme de la relation entre les individus, est sublimée par l'aspect anguleux du style. Comme si toutes ces lignes droites et ces angles saillants des visages et des décors étaient autant d'obstacles insurmontables qui pourtant seront brisés par la force d'un amour fraternel ou de l'alliance collective face à une menace plus grande. Des thématiques importantes. Mais il y a surtout le 3e épisode produit par ce même studio, mon épisode préféré de tout Love, Death and Robots, Zima Blue. Et si vous ne l'avez pas vu, stoppez immédiatement cette vidéo s'il vous plaît, et allez-y avant de continuer. Que dire ? À part que c'est certainement celui qui m'a le plus touché. Pas uniquement par le dépouillement de son style graphique, qui comme dans les 2 autres épisodes, donne une atmosphère étrange à l'œuvre. Pas seulement grâce à ses idées de science-fiction absolument dingues, mais bien par son propos sur l'art et la création artistique en général. Jusqu'où un artiste est prêt à aller pour arriver au bout de son œuvre. Eh bien jusqu'au sacrifice ultime, la mort. Ou plutôt une renaissance en quelque chose de plus pur et absolu. La vérité dans la simplicité. Zima, ancien robot de nettoyage de piscine qui au fil des siècles se perfectionnera jusqu'à devenir le plus grand artiste de la galaxie, finira par se rendre compte que tout n'est que cycle. Qu'une fois que l'on a dépassé ses limites, il faut savoir revenir à des choses plus simples, mais qui n'étaient pas, pour autant, dénuées de sens. Une allégorie de la vie, bien sûr, teintée d'une forme de mélancolie face au temps qui passe, qui résonne particulièrement en moi. Zima Blue représente parfaitement ma vision de ce qu'est la création, et pas seulement artistique. Le message est universel. Il parle de toute action humaine, en fait.
de la quête de sens, de pourquoi nous faisons, tout simplement, quelle que soit la nature de nos actes. Mais il ne cherchait pas la gloire. Une question primordiale, notamment dans votre société ultra connectée, où chacune et chacun cherche absolument à exister via le regard des autres, sans jamais calmer le jeu, se poser et s'interroger profondément sur ce besoin qui semble irrépressible. La marque d'une société en pleine décadence, où le paraître devient plus important que le sens. Mais au final, n'en a-t-il pas toujours été ainsi ? Merci pour votre écoute, citoyennes et citoyens. J'espère que cette émission vous aura plu. C'était impossible de parler de tous les épisodes de Love, Death and Robots, mais j'espère avoir brossé un portrait général plutôt fidèle. En tout cas, n'hésitez surtout pas à mettre votre épisode préféré en commentaire. Merci également à Hulskern d'avoir été le partenaire de cette vidéo. Foncez sur le lien en description pour bénéficier d'une réduction jusqu'à 20% sur l'ensemble du site. Concernant les donateurs du KissKissBankBank, les premiers envois vont bientôt partir, et dans un premier temps, nous allons écrire à celles et ceux qui avaient commandé le bébé Xarlax et la maquette du Nexus 6. Vous allez recevoir un mail pour mettre à jour vos adresses postales. Donc gardez un œil à la fois sur la chaîne, mais aussi sur vos mails ou la section publication de la page KissKissBankBank. Si vous êtes abonné, n'hésitez pas à activer la cloche, je le répète, c'est très important, puisqu'aujourd'hui l'algorithme de YouTube ne met en avant les vidéos que si les abonnés déjà acquis les regardent rapidement lors de la sortie. Donc, avoir l'info qu'une nouvelle vidéo est disponible, ça peut faire la différence si vous cliquez dessus. Voilà, en tout cas, si vous avez l'info, vous allez plus avoir tendance à cliquer dessus si vous n'êtes pas au courant. Hein. Bon, et puis, si vous n'êtes pas abonné, n'attendez plus et bienvenue dans l'équipage. Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, c'est important, si vous estimez que notre vaisseau doit continuer à voler. Soleil sur vous, et à très bientôt sur le Nexus 6. Ciao.